Sophie évita Adam pendant une journée et demie, qu'elle passa toute seule à découvrir un peu plus Marseille. Elle s'aventura jusqu'aux enclaves du Vallon des Aufs et de Malmousque et passa 3 à 4 heures à la Cité radieuse, sanctuaire de béton brut et résidence la plus célèbre de Le Corbusier. Elle avait toujours eu un faible pour l'architecture brutaliste. Et si elle attendait avec la même impatience que tout le monde de voir la nouvelle bibliothèque de Birmingham prendre forme, elle espérait que celle de John Madden, chef-d'œuvre des années 70, échapperait au canon des démolisseurs. Elle ne revint pas au colloque avant le jeudi après-midi, jour de leur virée au Château d'If. Il faisait plus chaud que jamais, 36 degrés, et l'œil était ébloui par les reflets du soleil sur les eaux du Vieux-Port. La balade en mer prit à peine plus de 20 minutes. Ils quittèrent le Vieux-Port poussivement, tout d'abord, entre le Fort Saint-Jean et l'énorme chantier où le Mucem hyper moderne serait bientôt achevé. Puis ils prirent de la vitesse en mettant le cap sur l'île et passèrent devant des vaisseaux de croisière monumentaux venus des 4 coins du monde et amarrés dans le port pour la journée, ainsi que des hors-bords et des scooters de mer. C'était en effet la haute saison touristique, ce qui donnait à Sophie le sentiment étrange de travailler, si on pouvait dire, parmi des vacanciers. La traversée fut calme et à mesure que le château se rapprochait, elle avait du mal à voir en lui une forteresse stratégique ou bien encore ce qu'il avait été plus tard dans sa vie, un cruel pénitencier d'où il était impossible de s'évader. Aujourd'hui, avec ses tours et ses créneaux que le soleil de la Méditerranée avait recuits jusqu'au blanc crème, il paraissait tout à fait bénin et accueillant, une attraction touristique d'une beauté étonnante. L'approche du château ne l'avait nullement préparée à la vue qu'elle aurait sur la ville et la côte en accédant à la terrasse de toit par l'escalier en colimaçon. Elle découvrit tout Marseille, son fatras d'immeubles anciens et modernes, les cités tentaculaires des quartiers nord, la garrigue verdoyante et les calanques vertigineuses à l'est, et puis, veillant sur tout cela, Notre-Dame de la Garde qui dominait la cité. Entre le château et cette perspective s'étendait la Méditerranée et sa houle légère, scintillante sous le soleil, d'un bleu outre-mer intense jusque dans ses profondeurs. Et tout était baigné de lumière, oui. C'était cette lumière, bien sûr, elle le comprenait, qui leur manquait en Angleterre. Cet élément qui rendait tout si vif ici, si sensuel, si plein d'énergie, si inéluctablement vivant. Quelle existence étriquée et misérable ils menaient tous en comparaison au pays qu'il fallait bien appeler natal. En passant de Birmingham à Marseille, de Kernel Magna à Marseille, on ne changeait pas seulement de pays, voire de planète, on changeait d'ordre d'existence. La lumière lui donnait la sensation d'être vivante d'une façon qu'elle n'avait pas connue depuis des années, depuis l'enfance peut-être. Sur la terrasse, ses collègues mitraillaient la vue sous tous les angles et depuis toutes les perspectives, mais elle savait que ce serait peine perdue. Et elle laissa son téléphone dans son sac. Aucune disposition de pixels ne rendrait jamais l'émotion du moment. Cette sensation absolument nouvelle, intense, de vitalité. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour cette grande soirée, cette grande rencontre consacrée à Jonathan Coe. Je vais d'abord commencer par remercier Marie-Christine Barrault pour ce temps de lecture et l'applaudir bien sûr. Marie-Christine qui va nous accompagner tout au long de cette rencontre avec des lectures d'extraits. On a choisi d'entrer pour cette rencontre tout de suite dans le texte, dans la voix de Jonathan Coe, avec cet extrait d'un livre qui s'appelle « Le cœur de l'Angleterre », où il est question de Marseille, bien sûr. Très heureux de vous retrouver, mon cher Jonathan. Bienvenue à vous, bienvenue à Marseille et bienvenue pour cette conversation. Merci beaucoup d'être là.
Et bonsoir à toi Marguerite Capel, qui sera la voix française, l'interprète de Jonathan pendant cette conversation, et qui est par ailleurs la traductrice de son nouveau roman publié chez Gallimard dans la belle collection du monde entier, ce livre qui s'intitule Billy Wilder et moi, et dont on va parler en détail pendant cette conversation. Un tout petit mot de présentation rapide, bien sûr, Jonathan, même si on ne va pas pouvoir faire le tour de votre bibliographie importante. Peut-être parler d'abord d'un texte qui est peut-être le texte qui vous a fait connaître d'un public très large et particulièrement du public français. Ce livre s'appelle Testament à l'anglaise. C'est un livre qui posait déjà un certain nombre de motifs de votre œuvre dont on va reparler. Il y a eu ensuite bien sûr la trilogie constituée de 3 livres, Bienvenue au club, Le cercle fermé et puis Au cœur de l'Angleterre. 3 livres qui nous propulsent comme ça dans l'histoire politique et dans l'histoire tout court de la Grande-Bretagne des années 70 aux années 2010. On reviendra bien sûr sur cette trilogie. Et puis on parlera avec vous aussi de votre amour du cinéma, bien sûr autour de Billy Wilder et moi, mais pas seulement. On parlera aussi de James Stewart, un acteur pour lequel vous avez beaucoup travaillé, pour lequel vous avez beaucoup d'affection et à qui vous avez consacré une biographie. Et puis on parlera aussi un petit peu de musique, parce que c'est aussi une dimension qui est très importante dans votre parcours. Peut-être une question très très simple par rapport au livre que j'ai cité, Testament à l'anglaise, et puis cette trilogie anglaise. Alors là, on était à Marseille, mais c'est vrai que votre terrain de jeu romanesque est l'Angleterre. On dit souvent de vous que vous êtes un portraitiste de l'Angleterre du XXe siècle, à travers des histoires de famille, à travers des histoires d'individus. Vous donnez à voir la réalité de l'Angleterre au fil du XXe siècle. Est-ce que c'était un projet que vous aviez en tête dans sa globalité, ou est-ce que c'est finalement au fil des livres que l'ensemble des romans constitue comme ça ce portrait de l'Angleterre ? Thank you, Ian, for that kind introduction. Bonjour à tous. Je suis désolé que je parlerai à vous en anglais, mais comme vous écoutez, je parle français comme un véritable touriste anglais. So Marguerite is going to translate my words. But it's wonderful to be back here in Marseille, my first trip to France for more than 18 months, and a great relief to escape the England that you're talking about. Je suis très heureux donc de revenir ici à Marseille pour le premier déplacement que je peux faire en France depuis 18 mois. C'est aussi un véritable soulagement d'échapper à l'île que vous mentionniez justement. I think you used the word strategy in your question, and it's a strange word to use to an author. I think maybe other authors are different, but when I look back on my 13 novels now, I see certain patterns, but there was never a plan, never a grand scheme. Each book was spontaneous. Each book was of the moment. And it's only now, really, as I get older, that I begin to see the connections between them. Je crois que dans votre question, vous avez parlé de stratégie. C'est un mot qui peut peut-être me paraître bizarre en tant qu'auteur, même il se peut qu'il parle à d'autres auteurs. Quand je reviens en arrière sur les 13 romans maintenant que j'ai écrits, je vois effectivement des motifs qui reviennent, mais en fait, je n'ai jamais eu de plan préétabli, de grande stratégie. C'est seulement a posteriori, en fait, aujourd'hui, maintenant, avec l'âge et le recul, que je vois les correspondances qu'il y a entre ces différents romans. The more I write, the more I become convinced that actually, even when you're writing books that you might describe as state-of-the-nation novels, like the Rotters Club trilogy or Testament à l'anglaise, really at heart, even then, everything you write is an act of self-exploration and introspection, personal introspection, more than anything else.
plus j'écris, plus je suis convaincue que même quand on écrit un livre qu'on peut qualifier effectivement de portrait d'état des lieux d'une nation, d'un pays, comme ça peut être le cas de Testament à l'anglaise ou du cœur de l'Angleterre, quand on écrit toujours en fait pour se comprendre soi-même. C'est une forme d'introspection. Et j'en suis toujours plus convaincue chaque jour. Again, I wouldn't like to speak for all writers, but for myself, I see now, or I'm beginning to see, that the books that I write are a prolonged attempt to understand myself in all my dimensions. And of course, one of those dimensions is my national identity, my Englishness, because I am and I feel very English. When I write a novel like Le Coeur de l'Angleterre, of course, I'm trying to give a truthful and a wide-ranging and a panoramic portrait of the society that is being shown in the book. But really, it's an analysis of Englishness in order to understand the English, and I want to understand the English because I'm English and I want to understand myself. Et je ne peux pas parler pour tous les auteurs, mais je crois encore une fois qu'à chaque fois que j'écris, tous les livres que j'écris en fait correspondent à une tentative perpétuelle d'essayer de mieux me comprendre. Et dans toutes les dimensions en fait de ma personne, et une de ces dimensions, c'est le fait d'être anglais. C'est quelque chose qui est très présent chez moi. Je suis très anglais, je me sens très anglais, et donc quand j'écris un livre comme Le Cœur de l'Angleterre, j'essaie effectivement de faire un portrait qui soit juste, qui soit authentique de cette société-là. Mais surtout, avant toute chose, j'essaie d'explorer, de comprendre, d'analyser ce que c'est qu'être anglais pour comprendre comment moi je suis anglais. Some reviewers like to draw a distinction between what they call my political books and my more personal books, like, for instance, Testament à l'anglaise compared to The Rain Before It Falls. But to me, these books are not different at all. They're all part of the same project, I guess. Certains critiques aiment bien tracer une ligne distinguée entre mes livres qui sont qualifiés de politiques et mes livres dits plus personnels. Testament à l'anglaise étant le livre politique, La pluie avant qu'elle tombe, un livre plus personnel. Mais moi, je ne fais pas du tout de différence. Pour moi, ils font tous partie du même projet. Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde aussi les livres, notamment ceux que je viens de citer, c'est qu'ils sont souvent des livres, des moments charnières, des moments de transition. On pourrait bien sûr parler de Bienvenue au Club, qui est en soi un moment charnière dans la vie de ces personnages, l'adolescence, le passage à l'âge adulte. Et on pourrait parler aussi du passage aux années 80, l'arrivée de Thatcher. On pourrait parler du passage au Brexit. Est-ce que vous diriez que vous intéressent ces moments de transition, ces moments de changement? Oui, ces moments charnières. Est-ce que vous diriez les choses comme cela? Yeah, what I like about these kinds of interviews is sometimes, very occasionally, someone explains your books to you and makes you see something you didn't see before. And it's true, these are all books about moments of transition. I hadn't really noticed it, but you're right. Ce que j'adore dans ce genre d'entretien, c'est que parfois, ça arrive, pas si souvent, mais une fois de temps en temps, quelqu'un dit quelque chose, vous explique vos livres d'un point de vue que vous n'aviez jamais eu jusqu'à présent, vous montre quelque chose que vous n'aviez jamais vu jusqu'à présent. C'est tout à fait vrai. Beaucoup de mes livres, en fait, abordent des moments de transition. Je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à présent. And maybe it's too early to start talking about the new book, Billy Wilder et moi, but that too is very much a book about moments of transition and how one character in the novel, Billy Wilder himself, is negotiating a cultural shift which is happening in American cinema, while the narrator of the book is negotiating a personal transition that's happening in her life as her children leave home. Il est peut-être un petit peu tôt pour amener tout de suite le nouveau livre dans la conversation, mais Billy Wilder et moi est aussi un livre qui parle d'un moment de transition, celui du personnage principal, Billy Wilder, qui essaie justement de s'accommoder d'un moment de changement culturel dans le cinéma américain, et celui aussi de la narratrice principale qui, elle, fait aussi l'expérience d'une transition dans sa vie personnelle au moment où ses enfants sont en train de quitter la maison. And I'm writing a new book at the moment, and I was trying to write a few paragraphs of it on the train down from Paris to Marseille, and I was asking myself why I was having such difficulty with this book, and maybe it's because I haven't found this moment of transition yet, so that's what I have to look for, and you've solved the problem for me. Thank you.
Je suis en train d'écrire un nouveau livre et j'ai essayé d'écrire, justement, de rédiger quelques paragraphes dans le train qui m'a amené de Paris à Marseille. Et je me demandais pourquoi j'avais autant de mal, pourquoi je rencontre des difficultés. Et en fait, peut-être que c'est parce que je n'ai justement pas encore identifié le moment de transition qui va être le pivot de ce livre. Donc je crois que peut-être vous avez solutionné mon problème pour moi. J'en suis ravi. J'en suis ravi. Peut-être encore une autre question avant de passer à une première projection vidéo sur le rapport à la famille et à un certain nombre de personnages. On pense bien sûr à la famille Trotter et sur la manière dont vous envisagez cette forme de comédie humaine avec des personnages récurrents, avec une manière de traiter aussi le temps long, à la fois dans l'intimité, mais aussi, je dirais, dans l'histoire ou dans le contexte social, politique. Cette idée du temps long et peut-être d'une constellation de romans qui travaillent sur la durée, est-ce que c'est quelque chose qui vous apporte aussi en tant qu'écrivain une sorte de régularité, une manière de regarder le monde toujours avec les mêmes armes, avec les mêmes personnages? I guess family life is one of the eternal themes of literature, one of the eternal themes of the novel, and it would be strange to try and draw a societal portrait of England over the last 60 years or so without focusing on, yes, the evolution of family life, the changes that have taken place in family life, and so on. Vous savez, je crois que la vie familiale, c'est un des thèmes éternels de la littérature, en fait, et du roman de façon générale. Et ça aurait sans doute été un peu bizarre d'essayer de dresser ce portrait de la société anglaise pendant ces 60 dernières années sans se concentrer sur une famille en particulier et explorer aussi la manière dont la vie familiale a subi des changements pendant toute cette période. Je vais demander tout de suite à ce qu'on projette une petite vidéo, une interview qui a été réalisée par l'équipe d'O les Beaux Jours en présence de José Camoun et de Marguerite Capel qui sera donc doublement présente sur cette scène. Yeah. Why can't we just interview her here? Absolument, on regarde la petite vidéo et on réagit ensemble. Alors, je serais tentée de dire, et je suis très curieuse d'entendre ce que Marguerite va dire après, bien entendu, figurez-vous qu'il est assez facile à traduire en français. Il y a des auteurs, notamment du 19e siècle, des auteurs victoriens britanniques en anglais, se traduiront jamais bien. Vous voyez, c'est comme un vêtement qui aurait été coupé pour un manteau en laine. Vous voyez, vous le faites en soie, ben non, le tomber, ça marche pas. Tandis que Jonathan Coe, il écrit avec une grande fluidité. Sa phrase est relativement sinueuse, avec pas mal d'incises, mais elle est toujours harmonieuse. Vous parliez de la musicalité, et je pense que c'est, pour des tas de raisons, un bon mot. Et quand vous allez... Et Marguerite parlait de danser, parce que danse avec le texte. Si vous voulez, avec un bon cavalier, toutes les filles peuvent danser. Et Jonathan Coe, le texte de Coe, est un bon cavalier. Et il va bien avec le français. Cette façon de s'arrêter sur un détail, de faire soudain volte-face, ça se traduit bien. Et donc on entre là-dedans. Alors bien entendu, c'est un Oxfordien, hein, Jonathan Coe, donc c'est un homme extrêmement cultivé, dont la langue est fluide et académique, et qui, en revanche, par opposition, dans le dialogue, nous fournit des dialogues d'une grande vivacité, d'une grande contemporanéité. Il y a donc là des écarts, bien sûr, de langage, c'est très drôle. Et il attrape, donc j'aimerais dire plus tard qu'il est le romancier des lieux, mais de la même façon, il attrape les tics de langage d'une époque, il attrape les technolectes de l'entreprise, de la politique. Vous voyez, donc tout ça, c'est présent, ça fait partie de cette langue qui est fourmillante jusqu'à un certain point, mais pas hétérogène, voilà. Tout ça est très harmonieux. Et je disais un jour que quand je traduis, je fais environ 6 ou 7 versions. Hein. Donc, quand vous arrivez à la 7e, vous avez beau avoir un texte formidable, vous éprouvez une certaine lassitude, c'est normal. Pas avec Jonathan Coe. Voilà. Je rejoins tout à fait ce que disait José sur la fluidité de sa langue. En fait, c'est extrêmement confortable de lui emboîter le pas, en fait, de se glisser dans ses chaussures, parce que il n'y a jamais d'effet de manche dans la langue de Jonathan Coe. Elle est d'une relative simplicité qui n'est pas du tout un terme réducteur, au sens où c'est pas du tout simpliste, mais il y a une forme de modestie, d'économie aussi.
tout en étant extrêmement précis. Donc en fait, on sait exactement où il va et il n'y a pas de faille. Ce qui souvent va être difficile à traduire, c'est soit le côté un peu expérimental ou peut-être un peu énigmatique ou mystérieux de la langue chez certains auteurs, soit parfois aussi les petits défauts qu'on peut trouver sur un roman au long cours où une phrase va peut-être pas aller tout à fait au bout de ce qu'elle essaye de dire et nous on doit s'en dépêtrer pour trier tout ça. Et avec Jonathan ce n'est jamais le cas. Il suffit vraiment de se laisser prendre par la main et c'est extrêmement harmonieux et extrêmement agréable à traduire. C'est un vrai bonheur à traduire. Ça m'est apparu très vite dans Monsieur Sim, justement, qui est une traversée de l'Angleterre post-industrielle et où on voit déjà les mutations du paysage. Donc ces mutations du paysage qui sont des métamorphoses de la société, je dirais que Coe, il y est ultra sensible. C'est une sorte d'instrument lui-même, sa sensibilité est extrême et il capte toujours l'air du temps. Par exemple, dans Middle England, le cœur de l'Angleterre, on commence dans une jardinerie qui s'appelle Woodlands, une jardinerie exponentielle, tentaculaire, où on a non seulement des plantes, mais un rayon bibliothèque, mais de quoi s'équiper pour le jardin. Enfin, et c'est décrit avec une espèce de volupté, si vous voulez, dans l'abondance, justement. Et ça traduit les temps postmodernes. Donc, il est véritablement le témoin des temps postmodernes. Et il est le témoin de la métamorphose des lieux, c'est-à-dire il va parler d'un pub avec ses 5 métamorphoses au cours des 2 générations. Voilà. Et j'étais très amusée en traduisant Le cœur de l'Angleterre, parce qu'à un moment donné, son personnage arrive à Marseille, où il y a un colloque, et il emmène son personnage dans l'île du Frioul, qui m'est extrêmement familière. Donc je découvre tout ça à mesure que je traduis avec une forme de jubilation évidemment, mais aussi une excitation. Non, mais qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va nous dire du Frioul ? Or voilà un romancier qui a passé une journée dans l'île du Frioul et il a tout compris. On revient à l'extrait qui a été lu tout à l'heure par Marie-Christine, donc évoqué par José Camoun, sa traductrice historique qui a traduit beaucoup de vos livres, Jonathan, et donc par Marguerite qui a traduit ce livre-là, Billy Wilder et moi. On accueille sur le plateau Pascal Jourdana, fondateur, directeur de la Marelle à Marseille, qui a reçu en résidence Jonathan Coe. On va venir à toi, mon cher Pascal. Peut-être une petite réaction de Jonathan quand même sur ce qui est évoqué par José Camoun, sur l'esprit des lieux et sur la manière dont vous travaillez cette dimension-là. Elle parle de la jardinerie du cœur de l'Angleterre. On a entendu Marseille. Les paysages, les lieux ont une importance très forte dans votre approche romanesque. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot. Yeah, it's an interesting scene to focus on, actually, because I have a very, very vivid memory of writing this scene set in a garden centre, which to me is the kind of quintessentially English location, where the whole of kind of middle-class bourgeois English life comes together with things for gardening, with gardening furniture, with certain kinds of food, with certain kinds of books, a whole kind of self-contained universe. And of course, I wrote that passage here in Marseille, and remember even tweeting that day to my followers, I can't believe that I'm sitting here in Marseille in August in this incredible sunshine and light, and I'm writing about an English garden centre in the rain. C'est très intéressant de s'arrêter justement sur cette scène que mentionnait José Camoun de la jardinerie, parce que j'ai un souvenir très vif du moment où j'ai écrit cette scène, qui se passe donc dans une jardinerie qui est pour moi vraiment la quintessence du lieu anglais, de l'endroit typiquement anglais, où on retrouve toute la culture bourgeoise de la classe moyenne anglaise qui va se réunir autour de la jardinerie, autour de certains types d'outils, de certains types aussi de plats, de cuisine qui sont proposés, il y a des livres aussi, et en fait c'est comme un petit univers en soi qui se suffit à lui-même. Et cette scène-là, qui est donc si typiquement anglaise, je l'ai écrite à Marseille. Et je me souviens même avoir tweeté ce jour-là. C'est incroyable, je suis ici à Marseille sous le soleil du mois d'août marseillais et je suis en train d'écrire une scène dans une jardinerie anglaise sous la pluie. And the passage that Marie-Christine read at the beginning, this description of the Chateau d'If, drenched in sunlight, of course, was written in London on a rainy afternoon in my study.
En revanche, bien sûr, le passage lu par Marie-Christine Barraud au début, qui décrit le château d'If, là aussi sous un soleil marseillais merveilleux, je l'ai écrit bien sûr dans mon bureau à Londres, un après-midi pluvieux. People sometimes ask me, do you understand French well enough to read books in French? And I say yes, but what I don't add is only my own. Les gens me demandent parfois si je comprends assez bien le français pour lire en français, et je réponds oui, mais ce que je ne précise pas, c'est qu'il n'y a que mes livres à moi que je suis capable de lire en français. And I do enjoy reading my own books in French because Marguerite and José's translations are so beautiful, and I'm not cringing all the time at the choice of words and the choice of rhythm. It's somebody else's choice, and it's possible then to relax into the story and enjoy it. Et j'apprécie lire mes romans traduits en français parce que les traductions sont bonnes, ça fait plaisir, et que ce ne sont pas mes propres choix de mots, donc je ne passe pas mon temps à faire la grimace en me disant « Ah, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça », je peux apprécier vraiment, savourer l'histoire. I can't remember which writer said it before me, but it applies to me as well, that my books lose something in the original. Je ne sais pas quel écrivain a dit ça avant moi, ce n'est pas de moi, mais je suis assez d'accord. J'ai l'impression que mes livres perdent quelque chose en version originale. And after listening to that interview now, I know why, because I'm horrified and amazed to learn that José Camoun does 6 or 7 drafts of her translations, because I only do 1 draft of the novel. Et après avoir écouté cette petite interview, je sais pourquoi, et je suis tout à fait horrifiée, puisque José Camoun explique qu'elle fait 6 ou 7 versions de ses traductions, alors que moi je ne fais qu'une seule version de mes romans, donc je comprends pourquoi ils sont si mauvais. So no wonder the translations are better. Voilà pourquoi les traductions sont bien meilleures. Les écrivains sont beaucoup plus paresseux que les traducteurs en réalité. Yeah, definitely. Tout à fait. Peut-être une toute petite chose avant de passer à Pascal, parce que ce qu'évoque José Camoun sur la manière aussi dont les livres comportent en eux-mêmes beaucoup de matériaux avec une forme d'harmonie. C'est une chose qu'on n'a pas évoquée, mais c'est vrai que vos romans comportent des matériaux très divers, des extraits de journaux, des extraits de scénarios, comme c'est le cas dans Billy Wilder et moi. Il y a quelque chose qui se rapproche presque du montage de matériaux, des différents fils narratifs. Est-ce que vous travaillez aussi le roman comme un espace comme ça qui peut contenir des matériaux divers qui disent à la fois des personnages, mais aussi bien sûr du contexte? My heart always sinks a little bit when I'm writing a book, and I realize that most of it or all of it is going to be straightforward narration in the third person, because that to me is the most difficult kind of writing to achieve, and often the least interesting for the writer to work on. So I'm always looking for ways to escape that voice, and using this kind of melange of approaches, which I first did really in Testament à l'anglais, and as you say, I'm still doing in Billy Wilder et moi with the film script. It's always a great relief when I realize that I can escape into a different genre and a different style like that. En fait, je suis toujours un peu mal à l'aise quand je me rends compte en écrivant que l'essentiel du livre est sous forme narrative à la troisième personne et raconté à la troisième personne, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, et c'est aussi ce qu'il y a de moins intéressant pour un écrivain. Donc en fait, je suis en permanence en train d'essayer d'échapper à cette voix, à cette narration systématique à la troisième personne, et je crois que le mélange dont vous parlez, cette espèce de collage, est aussi une manière de répondre à ça. J'avais commencé déjà dans Testament à l'anglaise à utiliser différents types effectivement de formes, de matériaux, comme vous dites. Dans Billy Wilder et moi, par exemple, il y a le scénario, effectivement le scénario de film. C'est encore une fois une manière d'essayer d'échapper à cette narration systématique à la troisième personne. I don't know if anyone has done a numerical analysis of this, but my sense as a reader is that fewer and fewer contemporary novels are being written in the third person, and more of them are being written in the first or even the second person. Je ne sais pas s'il y a des analyses chiffrées qui ont été faites sur ce sujet, mais mon impression tout à fait personnelle est que de moins en moins de romans contemporains aujourd'hui sont écrits à la troisième personne, et de plus en plus au contraire à la première, voire à la seconde personne. And there are a lot of advantages in doing that. You can achieve more immediacy, you can achieve a more personal tone of voice, a more emotionally intense tone of voice, but you also lose something. You also lose that flexibility of perspective that the third person
gives you. And, I relinquish that very reluctantly, but intermingling that straightforward third-person narration with pastiche, with texts, with letters, with film scripts, it's a way of breaking things up for me and the reader. C'est quelque chose, grâce à ces narrations à la première, à la deuxième personne, qui est évidemment beaucoup plus immédiat. On peut réussir à faire passer une intensité émotionnelle qui est très différente, mais par contre, on perd toute la souplesse de point de vue qu'offre la narration à la troisième personne. Et donc, je suis bien obligée de l'admettre avec une certaine réticence qu'elle est quand même aussi importante. Et c'est pour ça que cette façon de mélanger une narration directe à la troisième personne, au sens classique du terme, avec des pastiches, avec des extraits de texte, avec des lettres, avec un scénario de film, comme dans le cas de Billy Wilder, c'est ma manière d'essayer de ménager des moments de rupture, en fait, pour le lecteur et aussi pour moi dans l'écriture. Et je vais me tourner vers toi, mon cher Pascal, je le disais, fondateur, directeur de la Marelle, ici à Marseille. Tu as reçu Jonathan en résidence il y a maintenant quelques années. Je te laisse la parole d'abord pour simplement peut-être nous présenter. Il y a Billy Wilder et moi, et il y a Jonathan Coe et moi. Il y a Jonathan Coe et moi. Oui. Alors, je ne sais pas, en tout cas, il y a Jonathan Coe qui, il y a un moment, était à Marseille. On s'est vu de très nombreuses années à des festivals, des rencontres avec Jonathan. Et au moment où on a créé ce lieu de résidence pour écrivains, j'avais une petite envie comme ça, qui pour moi était une folie, c'était d'inviter Jonathan Coe en résidence. Et je me suis dit, jamais un écrivain aussi grand, qui a déjà toute une œuvre, va avoir envie de faire une résidence. En général, c'est plutôt des écrivains qui sont en début de carrière et qui n'ont pas forcément de confort de parution, voire financier. Et je me disais, mais peut-être Jonathan, ça peut l'intéresser, et ça l'a intéressé. Et on a mis beaucoup de temps avant de trouver une date, et je lui dis, et j'ai envie de lui reposer cette question finalement, parce que je pense qu'elle peut intéresser tout le monde. Pourquoi un écrivain, au moment où il a accepté de faire une résidence, pourquoi un écrivain comme toi accepte de faire une résidence d'écriture, s'éloigner de son domicile où tout est prévu pour écrire, le calme, la tranquillité, il peut faire des scènes du château d'If dans son appartement londonien sans aucun problème. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de cet éloignement ? À quel moment c'est important dans le travail d'un écrivain comme toi, de prendre cette distance et de démarrer un livre, parce que je crois que c'est surtout au démarrage, loin de chez soi. I did it to escape my family. Bien, c'était pour échapper à ma famille. C'est ce qu'il m'avait dit au début, mais je ne l'avais pas cru. No, I mean, we've kind of danced around this subject already in talking about passages which have a very specific location, but were written in completely different locations. You talk about me being at home and having everything comfortable around me and everything that I need in order to write. That is a terrible situation for creativity in a way. Comfort is the enemy of creativity, possibly. So you made things as uncomfortable for me as possible, and then for that I'm grateful. Je crois qu'on tournait un petit peu autour du sujet déjà en abordant ces différents passages qui décrivent des lieux très très précis et que j'ai écrits dans un endroit qui est tout autre. Pascal, tu parles du confort que je peux avoir à la maison pour écrire, où j'ai tout ce qu'il me faut, mais je crois que justement le confort c'est terrible en fait pour la créativité, c'est même l'ennemi de la créativité. Et donc tu m'as offert un inconfort total et pour ça je t'en remercie. I mean, I made a joke about wanting to escape my family, but there is something about domestic life, domestic routine, domestic responsibility, which makes it hard for me to begin a book, certainly. And I came here during the early stages of writing Middle England and wrote the early chapters here. And I could only have done it, I think, by coming away, just as in the way that I haven't written any of my new book, my current book, for 2 or 3 weeks, despite the fact that I have a desk at home surrounded by books and plenty of time and plenty of opportunity. But today, when I find myself on a crowded train coming down to Marseille, then I start writing, and it's a mysterious fact, but that's how it works.
J'ai plaisanté au sujet de l'idée d'échapper à ma famille aussi, mais c'est vrai que la vie domestique, la routine de la vie quotidienne familiale, les responsabilités domestiques, vraiment rendent difficile le fait de commencer un nouveau livre. C'est pas la situation idéale pour moi. Le début du Cœur de l'Angleterre, je l'ai écrit effectivement ici. Les premiers chapitres, je les ai écrits ici pendant la résidence et je n'aurais pas pu les écrire ailleurs. Et je suis encore aujourd'hui en train d'écrire un livre et en fait, ces 2-3 dernières semaines, je n'avais rien écrit du tout alors que j'étais bien à Londres avec mon bureau confortable, entouré de livres, avec tout ce qu'il fallait. Et c'est pas pour rien, encore une fois, que c'est dans le train, en venant ici, que d'un seul coup, ça m'est revenu. Il y a quelque chose de très mystérieux là-dedans, mais je crois que c'est ce dont j'ai besoin. So I'm immensely grateful to you and to La Marelle for inviting me here and for your hospitality in 2017. And, you know, it changed the novel, profoundly changed the novel that Le Coeur de l'Angleterre became, because, you know, while I was here, I had this idea of setting this key chapter that Marie-Christine read an extract from in Marseille, and at the time I thought, well, maybe this is a bit silly. Just because you come to Marseille, it doesn't mean you have to write a chapter about it. But actually, this is an absolute turning point in the character's evolution, and it's a turning point in her relationship with her own country and her relationship with Europe. So it feeds into the whole theme of Brexit and the rest of the novel. And, you know, that it would have been a different and a much thinner novel if I hadn't come here and been inspired that way. Et j'ai donc une reconnaissance immense envers la Marelle, envers toi et envers la Marelle, pour m'avoir invité, pour l'hospitalité que vous m'avez offerte en 2017, parce que ça a vraiment profondément transformé le roman qu'allait devenir Le Cœur de l'Angleterre. C'est quand j'étais ici que j'ai eu cette idée effectivement de ce chapitre qui se passe à Marseille, qui pouvait au début me paraître un peu idiote peut-être. C'est pas parce que j'étais à Marseille que j'étais obligée d'écrire un chapitre qui se passait à Marseille, mais en fait ce chapitre est vraiment charnière. C'est un moment charnière dans la vie du personnage, dans le rapport qu'elle entretient avec son pays, dans le rapport qu'elle entretient avec l'Europe, et du coup ça va venir nourrir en fait toute la thématique évidemment du Brexit au travers du roman, et tout le reste du roman dépend finalement de ce moment-là. Ça aurait été peut-être d'ailleurs un roman beaucoup moins épais s'il n'y avait pas eu ce séjour à Marseille. Peut-être, Pascal, tu es évidemment un lecteur assidu de Jonathan Coe, et lorsqu'on a préparé cette rencontre ensemble, tu m'as dit que tu aimerais bien peut-être parler d'un livre qui t'intéresse particulièrement dans le parcours et dans l'œuvre de Jonathan, qui est La Maison du Sommeil. Peut-être tu peux nous en dire un mot et des raisons pour lesquelles tu apprécies particulièrement ce roman-là. En fait, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, dans l'œuvre de Jonathan, il y a ces livres, et on le caractérise pratiquement comme ça, Jonathan Coe, comme une sorte de sculpteur de la société anglaise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, certes, il ressent l'air du temps et il sait merveilleusement bien le rendre, mais je pense que ça passe par une connaissance très fine des personnages, de la psychologie des personnages, sans faire de roman psychologique. Mais il y a quelque chose de très juste à chaque fois dans la description des personnages, dans leur manière de penser, de faire, de rêver, d'agir. C'est pas toujours très cohérent, mais cette incohérence-là, il sait l'attraper comme il sait regarder la société en général. Et je pense que ça passe par les personnages. Et dans La Maison du Sommeil, qui vient juste après Testament à l'anglaise, donc La Maison du Sommeil, c'est l'histoire d'une maison qui, en gros, qui fait des cures destinées à guérir de la narcoleptie. Et là, il y a différents personnages, dont d'ailleurs Terry, qui est un cinéphile fou, donc il y a déjà le cinéma. Et en fait, c'est très découpé, très architecturé, avec beaucoup de matières différentes. Il y a même de la poésie à l'intérieur de ce livre. Il y a des rêves, c'est très onirique, c'est très différent de ce qu'on imagine autour du Brexit, par exemple, et de Testament à l'anglaise ou de la trilogie dont tu parlais tout à l'heure. Et pourtant, je trouve que c'est le même Jonathan Coe. Il y a quelque chose de juste dans la manière d'attraper les personnages, d'attraper leur relation au monde, y compris par le rêve. Donc ce livre, La Maison du Sommeil, moi, m'a beaucoup frappé. C'était le prix Médicis étranger 1998, donc ça nous ramène
même pas à la veille. Et voilà, je trouve qu'aussi La vie très privée de Monsieur Sim, par exemple, est un livre passionnant parce que c'est vraiment un individu qu'on suit, qui est un peu paumé, qui a été joué au cinéma par Jean-Pierre Bacri, donc je pense que vous en parlerez tout à l'heure. Ouais. Là aussi, comme La pluie avant qu'elle tombe, il y a quelque chose qui est au plus près des personnages, au plus juste des personnages. Et je trouve que ça, c'est vraiment très étonnant dans l'écriture. Et je voulais féliciter Jonathan parce qu'à chaque fois, c'est un plaisir. Et il y a quelque chose d'un peu presque acrobatique dans la manière dont finalement, et on l'a entendu avec la description des traductrices de ce travail d'écriture, entre le fait d'arriver à attraper l'air du temps et d'être aussi près des personnages, tout en mettant ça dans une forme qui nous échappe, mais qui est très travaillée. Eh ben, merci beaucoup Pascal, ça nous permet d'ouvrir aussi vers une autre partie de l'œuvre qu'on a un peu moins abordée. Jonathan, peut-être un mot sur La Maison du Sommeil et sur peut-être ces livres-là dont Pascal dit qu'ils sont différents mais quand même du même Jonathan Coe. Vous avez l'impression que ce sont des livres qui se répondent? You're asking me to talk about The House of Sleep, which I wrote 25 years ago. I can't even remember what I did last week, never mind what I wrote 25 years ago. Alors vous me demandez de parler de La Maison du Sommeil que j'ai écrit il y a 25 ans. J'ai du mal à me souvenir de ce que j'ai fait la semaine dernière, donc il y a 25 ans. But there are some things, obviously, I remember about this book. I mean, there is a pattern in my writing. We've talked about patterns between the novels before, and that's often that one book is a reaction against the preceding one. And maybe this is a fear on my part of being stereotyped or pigeonholed. But often when I finish a big socially engaged satiric book like What a Carve Up, then I want to react against that and write something much more intimate and much more personal, and that was the motive that gave birth to The House of Sleep. I wanted to give readers something completely different, the opposite kind of book in effect. Il y a quand même quelques aspects qui me reviennent de ce livre. On parlait de motifs récurrents dans mon écriture. En tout cas, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que mes livres sont souvent, chacun de mes livres est souvent une réaction au précédent. En fait, sans doute par crainte d'être catalogué, qu'il y ait une vision trop stéréotypée de ce que je fais. Quand je viens de terminer un roman, un vaste livre satirique, très engagé sur le plan social, comme par exemple Testament à l'anglaise, c'était le livre qui précédait La Maison du Sommeil, j'ai besoin d'aller vers quelque chose en réaction, de beaucoup plus intime, de très différent. Et c'est ça qui a donné lieu à la création de La Maison du Sommeil. J'avais envie d'offrir le contraire en fait au lecteur. And people sometimes ask me what was the germ of a novel or what was the idea that started it, and it doesn't work like that for me. A novel can only come from the collision between two or more different ideas, between the fertilization between them. And in the case of The House of Sleep, it was two distinct ideas. One was I wanted to write a book about sleep disorders in order to try and understand my own sleepwalking, which I was suffering from quite severely at the time. And also I had an idea for a story about a man who falls in love with a gay woman and doesn't know how he can get into a relationship with her. And it was the collision of those two ideas that gave rise to the novel. Les gens me demandent souvent quelle est l'idée, quel est le point de départ qui a donné naissance à tel ou tel roman, mais en fait je ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a en général pas une idée, mais une collision, une rencontre entre deux, voire plusieurs idées différentes qui vont en quelque sorte se fertiliser entre elles au moment de ce choc, de cette collision. La Maison du Sommeil, c'est deux idées principales. La première, c'est que j'avais envie d'écrire sur les troubles du sommeil pour comprendre aussi mon propre somnambulisme dont je souffrais à ce moment-là de façon assez sévère. Et la deuxième, c'est que j'avais envie d'écrire l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme gay et du coup qui se demande comment il va pouvoir entrer nouer une relation en fait avec cette femme. Alors je vous propose, Jonathan, qu'on jette un petit coup d'œil juste derrière à des livres. L'organisation de Oh les beaux jours vous ont demandé de donner quelques titres de livres qui sont des livres qui ont compté pour vous.
On les voit défiler derrière nous et peut-être vous pouvez nous en dire un mot. Mais ce qui nous a interpellés et ce qui nous semblait intéressant, c'est de voir que dans cette liste d'écrivains, il y avait une écrivaine française et une écrivaine française qui est présente ce week-end à Marseille, qui s'appelle Maëlys de Kerangal. Vous avez nommé ce titre « Réparer les vivants » et on aurait peut-être aimé que vous nous disiez un petit mot de ce livre-là et des raisons pour lesquelles vous l'aviez inscrit dans cette liste de 5 livres qui comptent pour vous. Maëlys's book in particular, yeah. I mean, the other 4 or however many books it was that we saw have all been books that have influenced me and all have very clear points of contact with the kind of thing that I write. They were books that I read as a teenager or in my early 20s, and they formed me and shaped me as a writer. Avant de passer au livre de Maëlys, les autres, peut-être 4 ou je ne sais pas combien exactement, qu'on vient de voir défiler, sont des livres qui ont eu une influence très importante pour moi, qui sont pour la plupart des livres que j'ai lus au début de la vingtaine, donc vraiment qui ont très fortement influencé l'écrivain que je suis devenue et qui ont beaucoup de résonance avec ce que je fais. And I get sent a lot of books, understandably, by publishers, which they want me to read and give quotations for and so on, and the reason they send them to me are because they think they're similar to my books and I will like them for that reason. But actually what I love to read these days is books which have nothing in common with my own writing at all and which take me into a completely different kind of imaginative universe altogether. On m'envoie très souvent des livres, bien sûr, parce que les éditeurs veulent me faire lire un certain nombre de textes sur lesquels ils voudraient peut-être que je puisse dire quelques mots. Et la plupart du temps, on m'envoie des choses qui sont censées être assez proches de ce que j'écris moi, en pensant que forcément ça va me plaire. Or, en ce moment, j'aime lire au contraire des choses très différentes de ce que j'écris et qui vont m'emporter dans des imaginaires complètement autres. So when I read Maëlys's book, my first thought was, wow, this is a book I could not write myself. I couldn't even begin to imagine how you would write a book like this. This is so different and so beyond what it is that I do that, I can... It fascinates me as a reader. I have so little point of contact with it and so little in common with it as a writer because her universe is so extraordinary and so different from mine. And that was what was... That was one of the things that amazed me about it and I loved about it. Et donc ce livre de Maëlys de Kerangal, quand je l'ai lu, je me suis dit mais moi je serais incapable d'écrire un livre pareil. Je ne peux même pas imaginer en fait comment on écrit un livre pareil parce que c'est extrêmement différent de ce que j'écris moi. C'est complètement hors de portée de ce que moi je fais avec l'écriture et c'est justement ce qui m'a fascinée. Ça m'a fascinée en tant que lecteur en fait parce qu'il y avait si peu en commun avec ce que je fais en tant qu'auteur parce que c'est un univers extraordinaire et extrêmement différent. C'est vraiment pour ça que j'ai aimé ce livre. And also on the level of language, it took me somewhere completely unexpected because the book is full of medical terminology and words that you don't normally find in novels. And she finds a kind of beauty and a kind of poetry in this language which was completely unexpected to me. That was the other thing that I adored about this book. L'autre chose qui m'a énormément plu, c'est la manière dont elle traite la langue. Il y a énormément de termes qui viennent de l'univers médical en fait dans ce roman, qui sont complètement inattendus dans un texte de prose, de fiction comme celui-là, et elle arrive à leur donner une beauté, une poésie d'une manière tout à fait inattendue, et ça fait partie de ce qui m'a énormément plu dans ce livre. Bien, bah écoutez, on va parler désormais, on a parlé des influences littéraires et on va parler désormais peut-être plus des influences cinématographiques. Le cinéma est, vous diriez, aussi important que la littérature dans la construction de votre imaginaire, de votre rapport au monde, de votre identité même d'écrivain? Yeah, I watched far more movies and far more television when I was growing up in the 60s and 70s than I read books. So, my first lessons in narrative art, in how to tell a story, were coming from film, classic Hollywood cinema mainly, because that was what was on the television,
and from TV shows as well, which were in Britain in the 60s and 70s were very high quality and were directed by people like Stephen Frears and Ken Loach. Oui, parce qu'en fait, quand j'étais adolescent, en grandissant, j'ai regardé beaucoup plus de films et beaucoup plus regardé la télé dans les années 60-70 que je n'ai lu de livres. Donc en fait, les premières leçons d'art narratif sur la manière de raconter une histoire que j'ai pu recevoir, ça venait des films que je regardais à la télévision, principalement des classiques hollywoodiens qui passaient tout simplement beaucoup à la télé à l'époque, et puis aussi des feuilletons télévisés anglais qui à l'époque étaient d'une certaine qualité et étaient produits par des gens de la qualité d'un Ken Loach. And you talked about the importance of family in my books, and I didn't go to the cinema much. I watched most of these films on television, and of course when you see a clip like that from Rendezvous, or The Shop Around the Corner, as it's called in English, you realize that what you're watching is actually a family of actors who become progressively more and more familiar to you as the more of these films you see. The same actors turning up in the same films by the same director, made by the same studio. And there was a great sense of familiarity and comfort in that. On a parlé de l'importance de la famille un peu plus tôt. En fait, les films, je les voyais pas tellement au cinéma, je les voyais surtout à la télévision, justement, à la maison. Et en fait, quand on voit des films comme Rendez-vous et les autres films de Lubitsch, très vite, on s'aperçoit qu'on rencontre une famille d'acteurs qui vous deviennent de plus en plus familiers parce qu'on va les retrouver de film en film, réalisés par les mêmes studios, réalisés par les mêmes réalisateurs. C'est toujours les mêmes personnages. Et donc, ça crée un univers extrêmement familier. Pardon, oui. Allez-y, je vous en prie. I mean, what I love about Lubitsch in particular is his understatement, and the fact that the playing in that scene is very low key, and you'll notice that there's no music under the scene at all, and there's no music in the film. In fact, it doesn't need it. The emotion doesn't need underscoring musically because he is so in control of his actors and so in control of the movement of his camera. Ce que j'adore particulièrement chez Lubitsch, c'est que justement il fait très peu d'effets de manche. Et vous avez peut-être remarqué que dans cette scène, il n'y a pas de musique. En fait, ce n'est pas nécessaire. Il maîtrise suffisamment bien ce qu'il fait avec ses acteurs, avec ses comédiens, ce qu'il fait avec les mouvements de la caméra. Il n'a pas besoin de souligner les choses, il n'a pas besoin d'appuyer les choses par des effets. Avant de demander à Marie-Christine Barraud de nous lire un petit extrait de Billy Wilder, parlons quand même rapidement de Billy Wilder et de la volonté que vous avez eue d'écrire ce livre sur un film qui n'est pas le film le plus connu de Billy Wilder, qui est son avant-dernier film, Fedora, qui est un moment plutôt sur la fin de sa carrière. Quelques mots avant d'attendre un extrait sur à la fois l'attachement à Billy Wilder et la volonté d'inscrire le regard porté sur ce réalisateur plutôt sur, je dirais, la fin de son œuvre que peut-être du côté des films les plus connus. Very briefly, in that case, for one thing, unusually, for Billy Wilder fans, I prefer his later films. I prefer the films he made in the 60s and 1970s. Not just Fedora, which is a very flawed film, I must say, but The Private Life of Sherlock Holmes, which is one of my favorite movies, and I introduced a screening of here in Marseille at the end of my residency. And the film he made after that, Avanti, with Jack Lemmon, which these films are beautiful mélanges of satire, comedy, melancholy, and sadness. They're much softer and more generous than his earlier films, I think. Alors très brièvement, en fait, c'est assez inhabituel pour les fans de Billy Wilder, et j'en suis un, mais moi je préfère justement les films plutôt de la fin de sa carrière, ceux qu'il a réalisés dans les années 60-70. J'aime beaucoup Fedora, mais c'est pas mon préféré. Celui vraiment que j'adore, c'est La vie privée de Sherlock Holmes, dont j'ai présenté une projection ici à Marseille à la fin de la résidence que j'avais faite à la Marelle. Et j'aime beaucoup aussi celui qu'il a réalisé juste après, qui s'appelle Avanti, avec Jack Lemmon, parce que je trouve que les films de la fin de sa carrière sont vraiment un mélange de satire, de comédie, mais aussi de mélancolie. Il y a une certaine forme de tristesse et il y a une tendresse, en fait, une générosité dans ces films qu'il n'y a pas dans les premiers films de Billy Wilder.
And for my novel, I chose Fedora quite simply because I felt there was a story to tell there. It was a very heartfelt project for him, a very important project, but also an incredibly difficult one, a film which he really had to struggle to make, both in the pre-production, the shooting, and the post-production. Everything about this film went wrong in interesting ways, and that was what made it perfect for a novel. Et la raison pour laquelle, pour ce roman, j'ai choisi Fedora, c'est tout simplement parce qu'il y avait une histoire qui me semblait intéressante à raconter. C'était un film qui lui tenait énormément à cœur, qui était très important pour lui, et c'est un film qui a été très très difficile à réaliser pour Billy Wilder. Tout a été compliqué, depuis la pré-production à la post-production, en passant par le tournage. Tout ce qui pouvait mal se passer s'est mal passé, et du coup, c'est ce qui rendait le choix de ce film intéressant comme contexte pour l'histoire. On en revient à la transition, à la fois le chant du cygne de Billy Wilder et finalement la fin de l'âge d'or des comédies hollywoodiennes. Je vais demander tout de suite à Marie-Christine Barrault de nous donner un nouvel extrait des textes de Jonathan, donc de ce livre Billy Wilder et moi. La scène que tournait M. Wilder cet après-midi-là était plus complexe. On avait installé un rail pour la caméra le long de la rue Nikiforu Theodoki, une artère commerçante animée, très fréquentée par les touristes, et une foule importante s'était massée pour assister à l'événement. L'un des acteurs, Gottfried John, avait revêtu un costume de chauffeur de maître et devait conduire une Rolls-Royce de collection dans la rue. La voiture elle-même était assez sensationnelle pour attirer énormément d'attention. Tandis que M. Wilder était en train de discuter l'angle précis selon lequel elle s'engagerait dans la rue et l'endroit où elle s'arrêterait, M. Holden, dont le personnage devait poursuivre le véhicule à pied, patientait adossé à un mur entouré de fans enthousiastes et de curieux. On m'avait dit de rester près de lui et de tenir ces gens à distance. « Désolé, pas d'autographe », ne cessais-je de répéter. M. Holden se prépare pour sa scène. Parfois, un fan s'adressait à lui, il me demandait de quoi il retournait, et je lui répondais des choses comme « Il vous a vu dans la horde sauvage ». « Dites-leur qu'il n'y aura pas d'autographe », m'ordonnait-il. « Je leur ai déjà dit », lui assurai-je, mais ils étaient sacrément tenaces. Enfin, M. Wilder le convoqua près de la Rolls-Royce, et ils se mirent à discuter du déroulement de la scène. Je n'entendais pas ce qu'ils se disaient, mais ils semblaient échanger des plaisanteries et des rires de confidence. « Regardez-moi ces deux-là », dit une voix dans mon dos. Ils sont comme pile et face. Je me retournai pour voir qui avait parlé. C'était M. Diamond. « On dirait qu'ils n'ont jamais interrompu leur collaboration », poursuivit-il, alors qu'en réalité, la dernière fois, c'était il y a 20 ans. 23, me permis-je de le corriger. Sabrina, réalisée en 1954, avec également Audrey Hepburn et Humphrey Bogart, une comédie de qualité supérieure au choix d'acteurs assez maladroit. Je ne vous le fais pas dire, acquiesça M. Diamond. Au passage, est-ce que ce sont vos propres opinions que vous n'arrêtez pas de nous sortir, ou est-ce que vous les avez pompées sur quelqu'un d'autre? J'ai essayé d'en apprendre autant que je pouvais sur vous et M. Wilder, me contentai-je de répondre. Pas étonnant, fit-il en riant. Avouez-le, la première fois que nous nous sommes rencontrés, quand nous sommes allés au bistrot avec votre ami, vous n'aviez pas la moindre idée de qui il était, n'est-ce pas? Je secouai la tête. Ça se voyait tant que ça? Ne vous inquiétez pas, il a trouvé ça drôle. Billy est plein de contradictions. Parfois, son ego est horriblement fragile. D'autres fois, il s'en fiche totalement. Il a l'air très heureux de refaire un film, dis-je, l'observant alors qu'il s'adressait à une rangée de spectateurs qui jouaient les coudes pour leur dire de reculer avec l'aide de l'assistant réalisateur. Il est dans son élément. Il adore ça, le chaos, l'adrénaline. Et vous? Moi, je préfère mener une vie tranquille. Mais ce n'est pas moi qui choisis. Il aime m'avoir auprès de lui. Sur un plateau de tournage, devais-je comprendre plus tard, 95% du temps consiste à rester là, les bras ballants, en attendant qu'il se passe quelque chose.
Plus de 15 minutes s'écoulèrent et M. Diamond commençait à s'impatienter, visiblement. Il avait eu le temps de venir à bout de 3 cigarettes. « Où est passée Marthe, bon sang ?» finit-il par dire. Je ne savais pas de qui il parlait. Et j'étais sur le point de lui demander de m'expliquer, quand presque immédiatement il poussa un soupir de soulagement et dit « Ah, la voilà !» Une femme arriva sur le plateau. Elle portait un tailleur pantalon d'un blanc éclatant, un grand chapeau de paille qui dissimulait l'essentiel de son visage et une paire de lunettes de soleil à large monture qui la rendait encore plus difficile à reconnaître. Néanmoins, je la reconnus. Elle entraînait dans son sillage une modeste suite, 2 femmes marchaient derrière, maquilleuses et habilleuses, devinai-je. En fait, l'une d'entre elles était la mère de Matthew, tandis qu'un sous-fifre de l'équipe la précédait, lui dégageant le passage, en intimant aux spectateurs de reculer et en les poussant de la main si nécessaire. « Ah !» m'écriai-je, « c'est la jeune femme suisse !»« C'est exact, » dit M. Diamond, « la jeune femme suisse. Vous l'avez déjà rencontrée ?»« Elle était au restaurant ce soir-là, » lui rappelai-je. « Elle dînait avec son petit ami Al Pacino. » Vous avez raison. Il hocha la tête pour lui-même, ayant apparemment oublié ce détail. Mais oui, c'est à ce moment-là que Billy la rencontrait pour la première fois. Et maintenant, elle joue dans son film. Eh oui, ça n'avait pas franchement l'air de l'enthousiasmer. Il ajouta, ce que Billy veut, Billy l'obtient. Maintenant que Miss Keller était arrivée, ils étaient prêts pour commencer à tourner la scène. Je ne lâchai pas M. Diamond d'un pas, me disant que des gens pourraient vouloir lui parler ou lui demander un autographe, mais personne ne le reconnaissait. C'était un homme très grand, et la seule personne qui lui adressa la parole fut un commerçant grossier qui lui demanda de dégager pour qu'il puisse mieux voir le tournage. « Taisez-vous, lui répondis-je, cet homme est l'un des auteurs du film. Un peu de respect, je vous prie. » À quoi il répondit par un grognement et me gratifia d'un regard méprisant. Cela me fit néanmoins réfléchir. Je me disais que ça devait faire tout drôle, peut-être même être assez gênant, d'assister au tournage d'une scène qu'on avait soi-même écrite. Quand je composais un morceau de musique, une version idéale de ce dernier existait toujours dans ma tête. Et puis au moment de l'enregistrer, seul ou avec Chrysoula au violon, il y avait toujours un truc qui semblait aller de travers, toujours une forme de décalage entre la version parfaite que j'avais à l'esprit et celle qui existait finalement sur la bande. Je me disais que c'était sûrement la même chose pour M. Diamond avec ses scénarios, mais encore pire. Et en effet, il ne semblait pas prendre le moindre plaisir à assister au tournage de la scène. La plupart des boutiques de cette rue s'ouvraient sur une galerie surélevée qu'on gagnait en grimpant quelques marches de pierre. Miss Keller devait les monter en courant pour se hâter jusqu'à l'un des magasins en suivant cette galerie bondée. Monsieur Holden était censé la suivre au niveau de la rue, s'efforçant désespérément de ne pas la perdre de vue, tandis qu'elle fendait la foule. Pendant ce temps-là, de nombreux figurants, des gens du coin, engagés pour la journée, s'affairaient en tous sens, ajoutant à l'impression générale de précipitation et de confusion produite par la scène. À chaque fois, quelque chose n'allait pas. Miss Keller trébuchait dans l'escalier, ou M. Holden faisait tomber ses lunettes de soleil, ou un spectateur sur le côté criait quelque chose qui perturbait la scène. M. Diamond soupira et me dit « Voilà une de ces scènes qui paraissent tellement simples quand on les couche sur le papier. Mais en réalité, on allait au-devant des ennuis. Il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer. » À la 4e ou 5e tentative, juste au moment où tout semblait se dérouler parfaitement, un figurant se mit en travers du chemin de M. Holden, qui était en train de courir. Ils se télescopèrent et j'entendis un gémissement sonore, un gémissement de douleur dans mon dos. Merci beaucoup Marie-Christine. Je vais vous inviter à nous rejoindre, une scène qui dit beaucoup de ce livre et notamment
du plaisir que vous avez à décrire le tournage finalement d'un film, de vous inscrire dans la réalité de la façon dont on fabrique le cinéma. On a demandé à Marie-Christine de nous rejoindre parce que quand on a préparé cette rencontre, elle nous a fait part d'une anecdote qui nous semblait tellement belle et amusante qu'on lui a demandé de venir nous la raconter au plateau. Oui, il se trouve que dans les années, l'année qui précédait le tournage de Fedora, j'ai eu mon moment de gloire à Hollywood. J'ai été nommée comme meilleure actrice pour le film Cousin-Cousine. Et j'ai donc passé des soirées là-bas, beaucoup de temps, parce que les Oscars à Hollywood, c'est comme une campagne électorale. On prépare ça des mois à l'avance, on va dans toutes les télévisions, partout. Et quand j'étais donc à Los Angeles pour les Oscars, certaines personnes pensaient qu'il faudrait que je reste et peut-être faire des films là-bas. Alors il y avait un agent qui s'intéressait à moi beaucoup, et figurez-vous que le premier film qu'il voulait me faire tourner, c'était Fedora. Et toute la journée, j'entendais parler Fedora, il faut absolument que Madame Barrault rencontre Monsieur Wilder. Et je ne l'ai pas rencontré, mais maintenant je me dis que peut-être j'aurais dû dîner dans ce restaurant où il a rencontré Marthe Keller avec Al Pacino, parce que si ça avait été moi qui dînais là, peut-être que c'est moi qui l'aurais choisi. Et en plus, vous auriez dîné avec Al Pacino. J'ai une autre anecdote avec Al Pacino. Et il se trouve que j'allais à une... Elle est brève. Hein? Elle est brève. Elle est très courte. J'allais à une exposition à Los Angeles et on me dit, il y a Al Pacino qui est là-bas, est-ce que tu veux qu'on te le présente? J'ai dit bien sûr. J'ai été vers lui et là je me suis étalée, j'ai pris les pieds dans le tapis et je suis arrivée à Al Pacino par terre. Merci Marie-Christine pour ce petit témoignage. Peut-être Jonathan, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée depuis qu'on est assis sur cette scène, c'est le rapport à la comédie, le rapport à l'humour. Qu'on lit bien sûr dans vos livres, qu'on entend dans votre rapport au monde, dans votre manière de parler de votre travail. C'est aussi une dimension qui vous rapproche de Billy Wilder dans le livre. Votre fantaisie, votre humour répond à celui de Wilder. As I said, when I saw my first Billy Wilder film, The Private Life of Sherlock Holmes, I was amazed, bowled over by this mixture of comedy and sadness, and how he shifted gear from one to the other. And we're talking kind of extremes of tonal register here, because the sad parts of that film are very, very tragic, and the funny parts are absolutely hilarious. And I became very intrigued by how he'd achieved this kind of mixture. On en parlait tout à l'heure, quand j'ai vu mon premier film de Billy Wilder, La vie privée de Sherlock Holmes, j'ai été vraiment extrêmement impressionnée par la manière dont il mélange justement la comédie, l'humour et la tristesse. Et sa manière de passer de l'un à l'autre aussi facilement, alors qu'on parle vraiment de registres extrêmes, puisque les parties qui sont plus tristes du film sont vraiment complètement tragiques, et alors que les passages plus gais sont, eux, extrêmement hilarants. Donc c'est vraiment ce qui m'a intriguée au départ dans le travail de Billy Wilder. I mean, I'm very lucky coming to lots of festivals like this. I get to meet lots of other writers from around the world and have dinner with them and so on, and they're all so funny. Everybody tells jokes. Humor is the currency through which we communicate and understand each other and form sympathy between ourselves. And yet they all write such serious books. And I come away from these meetings thinking, you're such a funny person. Why are your books so solemn? Why are they so serious? And it just has always seemed to me that to not include that dimension of humor in a novel, which is meant to be a total kind of representation of the world, is, you're missing out something essential. J'ai la chance de participer à beaucoup de festivals comme celui-ci et donc de rencontrer beaucoup d'autres écrivains de partout dans le monde, et on dîne ensemble et très souvent ce sont des gens extrêmement drôles, et je suis toujours étonnée de voir à quel point alors l'humour, qui est cette monnaie d'échange entre nous, cette manière de nouer des liens, d'apprendre à nous connaître, etc., est très présente chez les écrivains, même quand ils écrivent des livres extrêmement sérieux. Et je ressors toujours de ces rencontres avec cette interrogation, mais comment ça se fait-il que toi qui es si drôle, tu écrives un livre aussi solennel, aussi sérieux justement? Moi je trouverais ça bizarre dans un roman qui, quand je l'écris, essaie de se faire un portrait vraiment du monde dans sa globalité, dans tous ses aspects, de ne pas intégrer cette question de l'humour.
So the question for me is always not why is there so much humor in your books, but why is there so little humor in literature generally? Donc la question pour moi, c'est vraiment plutôt que pourquoi est-ce qu'il y a autant d'humour dans mes livres, pourquoi est-ce qu'il y en a aussi peu dans la littérature de façon générale. Peut-être pour terminer sur ce livre, Billy Wilder et moi, dire que c'est bien sûr un livre qui parle de Billy Wilder, qui parle du cinéma, qui parle de Fedora, qui parle des plateaux de tournage, mais c'est aussi notamment à travers ce personnage de Calista, qui est d'abord une interprète, puis la secrétaire du scénariste de Billy Wilder. C'est aussi une histoire intime d'un rapport à la vieillesse, au vieillissement, d'un rapport à la jeunesse, sur la maternité, sur le fait d'être des parents. Il y a aussi finalement toute une dimension qui vient s'agglomérer autour du sujet Billy Wilder. Et peut-être que la vraie héroïne de ce livre, c'est finalement le personnage de Calista. Est-ce que vous diriez cela? I would say that it's a book with two heroes, Billy Wilder and Callista, maybe even three, Billy Wilder, Callista and I.A.L. Diamond. Those are the three most important figures in the book for me. When I started telling people that I was writing this novel, not in France, but back in the UK, I was alarmed by the reaction I was getting, because a lot of British people, and I'm talking about, very educated, very well-read British people, didn't really know who Billy Wilder was and didn't really know what he'd achieved. And I realized that for the kind of general audience, I was writing about a sort of niche subject, and I was going to have to find a way of drawing in readers who didn't know anything about him. And that was why I decided to create the character of Callista, because when she meets him, she's only 19 years old, she's hardly seen any films, she's never heard of him, she's heard of Marilyn Monroe, that's about the only person in his universe that she knows about. And yet she's thrust into this situation suddenly where she's having dinner with him in Los Angeles. And really that's the same position I wanted to put my readers in. You come to the figure of Billy Wilder knowing nothing about him, and as the book progresses, you learn gradually through Callista's eyes and voice. Je dirais que dans le livre, il y a deux héros, il y a Billy Wilder et Callista, et peut-être même un troisième qui est E.L. Diamonds, le co-scénariste. C'est vraiment les trois personnages importants du livre. Quand j'ai commencé à parler de ce roman que j'étais en train d'écrire, non pas ici en France, mais en Angleterre, chez moi à Londres, j'ai été très surpris de me rendre compte que beaucoup de Britanniques tout à fait cultivés et éduqués ne savaient pas grand-chose de Billy Wilder, en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le sujet de mon livre, pour le grand public, allait être en fait un sujet un peu de niche, que beaucoup de gens n'allaient pas forcément connaître et comprendre. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen de les attirer et de leur trouver une porte d'entrée pour découvrir l'univers de Billy Wilder. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette envie de créer le personnage de Callista, parce qu'elle a 19 ans, au début de l'histoire, quand elle le rencontre, elle n'a pas vu beaucoup de films, elle n'a jamais entendu parler de Billy Wilder ni de ses films à lui. La seule personne dans tout cet univers dont elle ait entendu parler, c'est Marilyn Monroe. Et en fait, c'est exactement la situation dans laquelle je voulais mettre mes lecteurs. Puisque donc elle va quand même malgré tout se retrouver dans cette situation un peu étrange où elle va dîner avec lui à Los Angeles. Et je voulais que mes lecteurs soient dans cette même position. Vous arrivez dans le livre, vous ne connaissez rien à Billy Wilder, et en fait au fur et à mesure de l'histoire, vous allez apprendre à le connaître, à le découvrir au travers du regard de cette jeune Callista, au travers de sa voix. On va redire un mot d'un livre qui a été évoqué tout à l'heure par Pascal Jourdana, puisque le cinéma, vous avez écrit dessus, mais vous avez aussi été adapté au cinéma. C'est le cas de ce livre qui s'appelle « La vie très privée de Monsieur Sim », qui a été adapté par un réalisateur français qui s'appelle Michel Leclerc. On va avoir une petite interview de Michel qui parle de son travail et du rapport à Jonathan Coe, mais peut-être en introduction rapidement, il nous a confié qu'il avait vraiment très envie de faire le film, que le film devait être fait par quelqu'un d'autre à l'origine. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot avant d'entendre Michel Leclerc sur la manière dont ça s'est passé, cette adaptation? I was working at the time on a screenplay for a film which was never made, with a French director, Julie Gavra. And one day, when in the intervals between working together, she said, "There's this guy I know, Michel Leclerc, who loves your book, Monsieur Sim, and wants to make a film out of it." So very
quickly, very spontaneously, we arranged a meeting. I think that same evening, and we met. We talked about movies for an hour or two. We discovered that we both loved Woody Allen, we both loved Billy Wilder, and I came away from that thinking, right, this is the guy who has to make a film of the book. It was very simple. En fait, à l'époque, je travaillais sur un scénario pour un film qui n'a jamais été réalisé avec une réalisatrice française, Julie Gavras. Et entre deux moments de travail, entre deux sessions de travail, elle a mentionné un jour le fait qu'il y avait ce réalisateur français, Michel Leclerc, qui avait très très envie d'adapter la vie privée de Monsieur Sim. Et en fait, ça s'est fait de façon très spontanée. Elle a proposé d'organiser une rencontre qui a eu lieu, je crois, le soir même. On a discuté avec Michel Leclerc de cinéma pendant 2 ou 3 heures. On partageait le même amour de Woody Allen, de Billy Wilder, et j'ai tout de suite pensé que c'était lui la bonne personne pour réaliser le film. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. Je ne sais plus exactement à quel moment j'ai commencé à lire Jonathan Coe, mais je suis devenu très, très vite accro. Non, mais oui, c'est vraiment quelqu'un dont l'écriture me touche énormément depuis bien avant que je l'adapte au cinéma. Donc je sais pas, c'est à la fois un auteur politique, mais dans le sens large du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui décrit la société, les angoisses d'une société. C'est à la fois un auteur qui a beaucoup d'humour, il y a toujours beaucoup d'humour dans ses livres, et surtout c'est quelqu'un d'ultra sensible. Et donc la combinaison de tous ces éléments fait que moi je m'identifie totalement, j'adore tous ces livres en fait, jusqu'au dernier là sur Billy Wilder. Voilà, et puis il a une capacité aussi d'amour en fait de ses personnages, d'admiration, c'est jamais cynique. Il y a Kasmi, ma compagne, parce qu'à chaque fois d'ailleurs, à chaque livre que Jonathan publie, on se bat pour le lire en premier. Donc là, à chaque fois, en général, c'est elle qui commence et moi qui le lis après, et voire des fois, on l'achète 2 fois, parce qu'on ne peut pas attendre que l'autre ait fini de le lire pour le lire. C'est pour dire à quel point on est fan. Et donc, elle avait lu La vie très privée de Monsieur Sim, et c'est elle qui s'est doutée que ça pouvait m'intéresser au point d'en faire un film. Je sais pas, j'ai reculé plusieurs mois avant de le lire. C'était dans une période un peu difficile de deuil, enfin bon, bref. Et voilà, et quand je l'ai lu d'une traite en allant dans un voyage en Italie. Ça m'a totalement bouleversé, quoi, l'histoire de la dépression joyeuse de cet homme représentant en brosse à dents, ça m'a vraiment bouleversé. Alors c'est une joie et une souffrance, comme dirait l'autre, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de plus simple, et là je parle vis-à-vis des producteurs, c'est que quand vous adaptez un roman, qui plus est d'un auteur aussi connu que Jonathan, les producteurs vous emmerdent un peu moins sur, je sais pas, la cohérence des situations et tout ça, parce que de toute façon, je dis, je suis désolé, c'est dans le bouquin, donc voilà, on l'adapte. Donc là-dessus, sur l'écriture du scénario, en fait, paradoxalement, j'ai été plus tranquille en adaptant un bouquin qu'en écrivant mes propres scénarios. Effectivement, c'est une pression, oui. C'est une pression parce que vous avez qu'une peur, c'est de le décevoir. Vous avez qu'une peur, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas dans le film. D'autant plus que Jonathan, je ne sais pas depuis, mais à l'époque, il y avait une seule adaptation d'un de ses bouquins dont il m'avait dit qu'il avait détesté. Donc oui, c'est une pression. C'est une pression. Donc voilà. Ensuite, moi, il m'a dit qu'il avait aimé le film. Ensuite, il faudra lui demander pour savoir vraiment la vérité. On est entre nous maintenant, Jonathan. Vous pouvez nous dire la vérité. Vous avez aimé le film? Yeah, I love the film. What a joy to have Jean-Pierre Bacri in the leading role.
that was to see him interpreting my character on screen and to meet him in the couple of days that I spent visiting the set was a fantastic adventure and privilege. Oui, oui, j'adore le film et puis c'était formidable surtout d'avoir Jean-Pierre Bacri dans le rôle principal, de le voir interpréter mon personnage, mais aussi de le rencontrer pendant les 2 journées que j'ai pu passer sur le tournage. C'était vraiment un privilège pour moi. This is my On voit quelques images là, puisque vous êtes aussi dans le film en compagnie de Jean-Pierre Bacri. What a performance I'm giving. Sacrée performance de ma part, donc. Bacri wrote a line for me, which I practiced for about 2.5 hours in my French, and then Michel cut it out. So that's what I don't like about the film, that he cut out my great scene, which Bacri himself wrote. So, that was a big mistake, I think. Bacri m'avait écrit une réplique que j'ai passé 2h30 à répéter en français et que finalement Michel Leclerc a coupé au montage. C'est la seule erreur que je lui reproche, c'est d'avoir coupé ma grande scène qui avait pourtant été écrite par Bacri lui-même. On va lui dire, on lui fera savoir. I mean, I don't know if what I say will get back to Michel. I do have one criticism of the film, which I think is that it's a little too faithful to the novel. And it's a very dense and complex novel, about 400 pages, I think, in French. And Michel and Bayer, his co-writer, were determined to get every aspect of the story in. To me, thinking about it now in retrospect, they could have been even freer in their adaptation, I think. But it's a strange complaint for a writer to say that their work has been represented too faithfully. Je ne sais pas si ce que je dis aujourd'hui reviendra aux oreilles de Michel, mais j'ai peut-être une seule critique pour lui, c'est que je trouve qu'il a été trop fidèle au roman. C'est un livre très épais, très complexe, très dense, je crois qu'il fait 400 pages en français, et Michel et son co-scénariste ont vraiment été très scrupuleux, ont respecté, ont intégré tous les aspects du roman dans le film, et en fait, en y repensant avec le recul, je me dis qu'ils auraient peut-être pu prendre plus de liberté en adaptant le roman, et même si c'est un drôle de reproche à faire de la part d'un écrivain que de reprocher à l'adaptation d'être trop fidèle. C'est peu fréquent, en effet, d'entendre cela de la part d'un auteur qui est adapté au cinéma. Jonathan, cette rencontre va bientôt toucher à sa fin. Il nous intéressait peut-être de terminer par une autre dimension. On a beaucoup parlé de littérature, on a beaucoup parlé de cinéma. Et il nous semblait peut-être intéressant de terminer cette rencontre en disant un mot de votre rapport à la musique. Vous êtes vous-même musicien. Peut-être nous parler de la manière dont la musique habite votre vie. On parlait tout à l'heure de Bienvenue au Club, ces jeunes gens qui rêvaient de monter un groupe de musique. Quelle place tient la musique, vous, dans votre vie, à la fois celle que vous faites, celle que vous écoutez? C'est aussi une dimension importante de votre parcours et de ce que vous aimez en tant qu'homme et en tant qu'écrivain. Yeah, I suppose it was when I was writing Bienvenue au Club, the Rotters Club, that I started to include a lot of musical references in my work, because I wanted to draw a portrait of Britain on the cusp of change, transition in the late 1970s, and one of the things that was changing a lot back then was popular music, the arrival of punk, and the way that punk kind of edged out different forms of rock music, which until then had predominated. I used music in that novel as a kind of metaphor for the political transition that the country was going through. Oui, quand j'ai commencé à écrire Bienvenue au Club, à imaginer ce roman, c'est vraiment le moment où j'ai commencé aussi à inclure énormément de références musicales dans mon écriture. J'avais envie, encore une fois, de montrer un moment de transition très important dans la culture britannique. Et en fait, cette période-là, c'était aussi celle de l'arrivée du punk. C'était le moment où différentes formes de musique rock étaient un peu poussées vers la sortie par le punk qui était en train d'occuper toute la place. Et donc, quelque part, j'ai utilisé aussi ces références musicales comme une forme de métaphore pour montrer la transition politique de la société britannique à l'époque. I also make music. I'm a little embarrassed to talk about it. I'm not a serious musician. I'm self-taught. I do it for my own pleasure more than anything else. But music and writing these days are
conjoined very strongly in my life in a physical way, because I have a small study at home where I work, and there's a desk against one wall and a keyboard against the other, and when I get bored with writing or I run out of ideas, I turn my chair around and play on the keyboard, and when I have had enough of that, or I think I'm ready to write something again, then I turn back and go back to the writing, so that the two activities are not simultaneous, but they're concurrent almost. J'écris effectivement aussi, je crée un peu de musique, même si je suis un peu embarrassée de l'aborder parce que je ne suis pas un musicien très sérieux, je suis autodidacte et je joue et je crée de la musique principalement pour me faire plaisir. Mais la musique et l'écriture sont pour moi intimement liées et d'une manière même très concrète et très physique en termes d'espace, puisque j'ai un petit bureau dans ma maison où j'ai contre un mur mon bureau et contre l'autre mur en face le clavier. Et donc quand je m'ennuie un peu en écrivant ou que je suis à court d'idées, et je n'ai qu'à retourner mon fauteuil et à me mettre au clavier et à essayer de composer quelque chose. Et puis quand j'ai de nouveau envie d'écrire, je n'ai qu'à retourner à nouveau mon fauteuil. Donc les deux activités ne sont pas simultanées, mais elles sont vraiment concurrentes. On va finir avec une petite surprise, un petit mot de la part d'une auteure, compositrice, interprète qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Barbara Carlotti. Ah, wonderful, Barbara. Yeah. Okay. Est-ce que vous voulez en dire un petit mot avant de l'écouter, de la manière dont vous l'avez rencontrée? We met because she wanted to do a show featuring words and music on the theme of sleep and dreams, and I was delighted to discover that she was a fan of the novel we've been talking about before, The House of Sleep. On s'est rencontrés parce qu'en fait, elle voulait créer un spectacle en utilisant des mots autour et aussi de la musique autour du sommeil, du thème du sommeil. Et donc, elle était fan du roman dont on a parlé tout à l'heure, La Maison du Sommeil. So she put together a beautiful set of songs, some of them her own songs, some of them famous songs on the theme of sleep. I seem to remember my role was to read extracts from the novel. I think we only performed the show twice. Once was at La Maison de la Poésie in Paris, and once was not far from here at the festival in Manosque. Et donc elle a créé ce magnifique spectacle de chansons avec des chansons à elle et aussi des chansons qu'elle reprend, des chansons connues. Et moi, mon rôle, c'était de lire des extraits de La Maison du Sommeil pendant ce spectacle qu'on a joué 2 fois seulement, je crois, à la Maison de la Poésie et puis pas très loin d'ici au festival Les Correspondances de Manosque. We did the show in Manosque very late at night, I remember, and it was a slightly strange occasion. A lot of the audience members lay down horizontally on the ground while we were performing, and some of them actually went to sleep. It was about midnight, and Barbara was a bit worried. She said, did you think they were bored? And I said, no, it was an act of homage to the theme of the show. À Manosque, c'était d'ailleurs assez curieux parce qu'on a joué le spectacle tard le soir et en fait le public était allongé par terre et un certain nombre se sont endormis, il était quasiment minuit et donc Barbara était très inquiète, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas apprécié le spectacle? Et je leur ai dit non, c'est un hommage rendu à la thématique du sommeil. Elle nous parle de tout ça tout de suite, Barbara Carlotti. Je travaillais sur les rêves, je travaillais sur mon album magnétique, j'étais vraiment juste en préparation. Et je regardais beaucoup de choses, je me documentais aussi scientifiquement. Et le livre de Jonathan est extrêmement bien documenté scientifiquement aussi. Donc il y a vraiment, au-delà du romanesque, il y a vraiment du réel en fait dans son livre qui du coup vient nous interroger aussi sur notre rapport à notre sommeil, au rêve, etc. Donc il y avait quasiment tout dans ce livre en fait. Pour moi c'était comme une sorte de somme de science, de récits en fait qui pouvaient qui faisait exister le rêve très très fort quoi. Et du coup avec ce rapport entre les rêves qu'on a nocturnes et aussi notre identité, ce qu'on projette de nous, etc. Donc voilà. Donc du coup c'est comme ça que j'ai rencontré la littérature de Jonathan Coe et ça m'a complètement fascinée. Alors à un moment donné j'ai fait un atelier de création radiophonique pour France Culture pour continuer à pouvoir découvrir un peu la science des rêves. Je suis allée voir des scientifiques à l'INSERM, j'ai fait tout un travail assez approfondi sur le rêve. Et le 104 m'a proposé de faire des spectacles. Alors j'en avais déjà fait à la Maison de la Poésie, et donc j'avais appelé ça laboratoire onirique parce que pour moi c'était une manière de justement puiser dans tous les textes de littérature, de sciences, de chansons aussi, de reprises que je pouvais faire,
et en fait de voir comment le rêve pouvait se déployer sur scène à travers ces médiums-là. Au 104, j'ai eu l'occasion de faire vraiment 2 grosses dates avec plus de moyens et je pouvais faire toute la mise en scène, etc. Donc j'ai proposé à Jonathan, par l'intermédiaire, je pense, de Bertrand que j'ai appelé, de venir interpréter avec moi en fait, et donc surtout de prendre en fait le récit de la Maison du Sommeil et d'en faire comme un récit, mais avec un canevas de musique et de textes scientifiques aussi que j'avais lu. Et donc qui venait renforcer presque l'aspect scientifique de ce qu'il racontait dans son livre, mais de façon beaucoup plus, avec une mise en scène avec des musiciens en blouse blanche qui tout d'un coup devenaient médecins et tout ça, c'était hyper drôle. Et Jonathan, il venait faire le récit avec moi en lecture, mais aussi en chanson, parce que Jonathan est musicien. Donc pour moi, ça aussi, ça permettait presque de rajouter de l'univers, de tout ce que Jonathan déploie dans sa musique à travers sa littérature, et de faire les ponts que je fais moi d'habitude, que j'aime beaucoup faire depuis très longtemps, entre la littérature et la musique. Mais moi j'aimais bien, j'étais très intimidée par lui en fait. Je pense qu'il n'a pas mesuré à quel point j'étais hyper intimidée. Donc du coup j'avançais un peu sur des œufs, et en même temps je dirigeais un peu le spectacle, mais je me disais à chaque pas que je faisais, où je dirigeais les musiciens et tout, je me disais j'espère qu'il apprécie, quoi, parce que... Et ben pour moi ça ressemble un peu à des petites pièces de Satie. Il y a vraiment quelque chose d'assez minimal, mais de très écrit harmoniquement, mais assez minimal. On entend précisément une composition émanant de vous, mon cher Jonathan, pour terminer cette conversation et pour terminer cette rencontre. Il va me rester à remercier d'abord Nicolas Lafitte, qui a beaucoup œuvré pour organiser et mettre en musique tout cet entretien. Merci à toi Nicolas, merci à l'ensemble de la régie. Et puis je vais bien sûr remercier l'ensemble des intervenants, ceux qui étaient présents, Pascal Jourdana, merci à toi mon cher Pascal, ceux qui étaient un peu plus loin, José Camoun, Michel Leclerc et puis Barbara Carlotti. Un immense merci à vous ma chère Marie-Christine Barrault, merci de votre présence. Merci bien sûr à Marguerite Capel pour son interprétariat toujours impeccable. Et puis bien sûr un immense merci à celui que vous allez retrouver dans un instant juste là pour un petit temps de dédicace et puis de discussion peut-être un peu plus informelle, monsieur Jonathan Coe. Merci à vous Jonathan. Et merci à vous. Merci beaucoup.